Mon mari m'a trompé avec ma propre sœur. Quand j'ai découvert qu'ils attendaient un bébé, je n'ai ni crié ni pleuré. Je me suis reconstruite tranquillement, puis j'ai méthodiquement démantelé leur nouvelle vie parfaite jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans. Avant de vous raconter comment j'ai méthodiquement démantelé leur vie et pris tout ce qu'ils croyaient leur revenir de droit, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a implosé lors de notre 5e anniversaire de mariage. Cette date, que je pensais autrefois être un jalon, n'est plus qu'une cicatrice. J'ai passé tout l'après-midi à orchestrer la soirée parfaite. J'avais cuisiné lentement un bœuf bourguignon, son plat préféré, celui qui emplit toute la maison d'un parfum riche et chaleureux. C'était le genre de dîner chic et long à préparer que nous n'avions jamais pu nous permettre au début de notre mariage. Je vivais de mon salaire d'entrée de gamme pendant qu'il poursuivait ses rêves. J'avais acheté une bouteille du Château Margaux, pas le vin bon marché que nous achetions d'habitude. J'ai allumé des bougies, les coûteuses, et les ai placées sur la table de la salle à manger que nous avions économisée pendant un an pour acheter. J'ai mis la robe en soie qu'il avait dit une fois me faire ressembler à une star de cinéma. J'essayais de retrouver quelque chose. Une étincelle que je sentais s'affaiblir depuis des mois. Et puis j'ai attendu. L'horloge sur la cheminée, un cadeau de mariage de mes parents, semblait se moquer de moi. 21 heures est passée. Je me suis dit qu'il était bloqué dans les embouteillages sur le périphérique. 22 heures, j'ai envoyé un message. Pas de réponse. Je me suis dit que son téléphone était mort. À 23 heures, le repas parfaitement cuisiné était froid, et un nœud d'angoisse se resserrait dans mon estomac. À minuit, les bougies s'étaient consumées en flaques de cire. L'angoisse s'était transformée en une certitude froide et dure. Il ne venait pas. Pas à moi, en tout cas. Il a finalement franchi la porte d'entrée à 2 heures du matin. Julien, mon mari depuis 5 ans. Il n'avait pas seulement l'air fatigué. Il avait l'air coupable. Sa chemise était déboutonnée et froissée. Sa cravate avait disparu. Et ses cheveux étaient en désordre, comme si quelqu'un y avait passé les mains. Et puis il y avait l'odeur. Un parfum âcrement sucré que je ne possédais pas, accroché à lui comme un linceul. Il s'est figé quand il m'a vu là, en silhouette sous la faible lumière de la cuisine. Il n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Je travaillais tard, a-t-il marmonné, la voix épaisse. Il a essayé de me contourner pour courir se réfugier dans notre chambre. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, une statue silencieuse dans ma robe maintenant froissée, lui bloquant le passage. Tu travaillais tard, ai-je répété, ma voix dangereusement calme. Le jour de notre anniversaire, Julien. C'était une urgence client, a-t-il menti, ses yeux balayant la pièce, n'importe où sauf sur moi. Une grosse affaire. Je ne pouvais pas m'échapper. Une grosse affaire, ai-je fait l'écho. Je me suis rapproché, assez près pour voir une légère trace de rouge à lèvres sur son col. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il m'a semblé se transformer en pierre. Le nom du client était-il Océane? Le nom flottait entre nous, lourd et toxique. Il a sursauté comme si je l'avais giflé. Ce fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Les murs soigneusement construits de ces mensonges se sont effondrés. Toute l'histoire est sortie dans un pitoyable désordre d'excuses et de demi-vérités. Il fréquentait ma sœur, ma petite sœur Océane, depuis 6 mois. Il a dit que c'était arrivé comme ça. Il a dit qu'il était confus, qu'il ressentait avec elle une étincelle qu'il n'avait pas ressentie avec moi depuis des années. Il a dit qu'il allait me le dire. Il avait juste besoin de trouver le bon moment. L'air a quitté mes poumons. Le monde entier s'est arrêté. La lumière vacillante des bougies projetait de longues ombres dansantes sur les murs de la vie que je pensais avoir construite ensemble, rendant tout distordu et étranger. Dans ce silence suffocant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas la tristesse qui inondait mon système, pas les larmes chaudes du chagrin. C'était de la glace, un froid glacial qui a commencé dans ma poitrine et s'est propagé dans mes veines, gelant tout sur son passage. Il a dû confondre mon silence avec le choc, avec la faiblesse. Il a dû penser que j'allais m'effondrer, que j'allais me briser, car alors il a décidé de porter le coup final, celui qu'il pensait me briser complètement. Il m'a enfin regardé, son expression un mélange répugnant et lâche de culpabilité et de défi. Il y a plus, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Elle est enceinte, Émilie. Enceinte? Ma sœur était enceinte de l'enfant de mon mari. Les mots ne semblaient même pas réels.
C'était une réplique d'un mauvais feuilleton. Pas ma vie. Je l'ai regardé, cet étranger debout dans ma maison. L'homme que j'avais aimé, pour qui j'avais sacrifié, autour de qui j'avais construit toute ma vie. Et à ce moment-là, je n'ai absolument rien ressenti pour lui. Ni amour, ni haine, ni colère, juste un vaste vide. La partie de moi qui aimait Julien, qui pouvait être blessée par lui, venait d'être retirée chirurgicalement, sans anesthésie. J'ai pris une profonde et délibérée inspiration. Ma voix, quand elle est sortie, n'était pas le hurlement qu'il attendait probablement. Elle était stable, égale et dangereusement calme. Sors de chez moi. Pour comprendre pourquoi je ne me suis pas effondré, pourquoi je n'ai pas passé l'année suivante à pleurer dans une pinte de glace, vous devez comprendre la dynamique de ma famille. Ce n'était pas juste une trahison de deux personnes. C'était l'apogée d'une vie passée à être l'autre fille. Océane était l'enfant d'or. Elle était l'artiste, l'esprit libre, celle qui ressentait les choses si profondément. J'étais la responsable, la pragmatique, celle qui avait de bonnes notes, qui avait choisi une carrière stable en finance chez Crédit Lyonnais, qui se souvenait des anniversaires et payait les factures à temps. J'étais le roc fiable, et un roc est fait pour être piétiné, pas célébré. Le favoritisme était un bourdonnement constant en arrière-plan de ma vie. Je me souviens d'un dîner un dimanche il y a quelques années, une scène qui me joue maintenant dans la tête avec une clarté cristalline. Je venais d'être promu dans mon entreprise. J'étais maintenant vice-présidente. C'était un grand pas, le résultat de plusieurs années de semaines de travail de 60 heures et de sacrifices de ma vie sociale. J'étais si fier, si excité de le leur dire. Je suis entré et toute la famille était réunie dans le salon, en train de flatter Océane. Elle exhibait sa dernière peinture abstraite. Une grande toile de taches bleues et vertes chaotiques qui semblait avoir été faite avec un seau de peinture. « Oh, ma chérie, tu es une vraie artiste », s'est exclamée ma mère, les yeux brillants. Mon père a hoché la tête, rayonnant d'une fierté qu'il me montrait rarement. Un vrai talent dans la famille. Tu vois le monde différemment. Quand j'ai finalement trouvé une pause dans la conversation pour partager ma nouvelle, la réaction a été tiède. « Oh, c'est bien, ma chère », a dit ma mère en me tapotant la main avant de reporter son attention sur le chef-d'œuvre d'Océane. Un emploi stable. C'est bien pour toi, a ajouté mon père. Eh bien, quelqu'un doit bien être le sage, n'est-ce pas? Ma promotion, mes années de travail acharné ont été réduites à être gentil et sage. C'était toujours comme ça. Mes réalisations étaient des nécessités. Les siennes étaient des passions. Et moi, la sage, on attendait toujours de moi que je soutienne ces passions. Le souvenir le plus douloureux est le jour où Julien a décidé de lancer sa propre société de conseil, Innovat Solutions. Il avait la vision, le charisme, mais pas le capital. Nous étions assis à notre petite table de cuisine, celle que j'avais trouvée sur le bon coin et retapée moi-même. Il avait son plan d'affaires étalé devant lui, ses yeux brillants du feu d'un rêveur. « J'ai juste besoin d'un peu plus pour lancer ça », m'avait-il dit en prenant mes mains dans les siennes. Je suis si prêt. Ce n'est pas juste pour moi. C'est pour nous. Pour notre avenir. Imagine ça. Je n'avais pas à imaginer. Je voulais y croire. Je voulais croire en lui. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours. Je me suis connecté à mon compte d'investissement personnel. J'ai regardé mon PERP, l'argent que j'avais soigneusement, diligemment économisé depuis mon premier vrai emploi. C'était mon filet de sécurité, mon indépendance, l'argent que j'avais prévu pour retourner à l'école pour obtenir ma maîtrise à HEC Paris. Je me souviens avoir hésité, mon curseur planant au-dessus du bouton de confirmation de transfert. Un nœud d'anxiété m'a serré le ventre, mais j'ai regardé le visage plein d'espoir de Julien, et je l'ai refoulé. J'ai cliqué sur le bouton. J'ai sacrifié mon rêve pour le sien. Je pensais que c'était ça l'amour. Une semaine après cette horrible nuit d'anniversaire, j'ai dû retourner chez mes parents pour récupérer de vieilles albums photos et des documents dont j'avais besoin. J'avais appelé à l'avance, espérant juste entrer et sortir. Mais j'aurais dû mieux savoir. C'était une embuscade. Quand je suis entré, ils étaient tous là, rassemblés dans le salon comme un tribunal. Ma mère et mon père sur le canapé et Julien et une Océane visiblement enceinte sur le fauteuil à 2 places en face d'eux. Elle commençait déjà à s'arrondir et Julien avait son bras protecteur autour d'elle. La scène était si grotesquement domestique qu'elle m'a donné envie de vomir. « Émilie, ma chérie », a commencé ma mère,
sa voix dégoulinant de cette fausse et douce sympathie qu'elle utilisait quand elle était sur le point d'être cruelle. Nous sommes si contentes que tu sois venue. Nous devons tous être adultes à ce sujet. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, serrant une boîte en carton vide, le silence de la pièce m'écrasant. Les murs étaient couverts de peintures d'Océane. Je n'ai pas trouvé une seule photo de moi. Ta sœur a fait une erreur, a dit mon père, sa voix sévère, ses yeux remplis de déception dirigés vers moi. Les gens font des erreurs. Mais maintenant, il y a un bébé impliqué. Une nouvelle vie innocente. La famille est la chose la plus importante. C'est ce que tu fais dans une crise qui te définit. Océane, pour sa part, s'est contentée de rester assise, serrant la main de Julien, les yeux baissés dans une parfaite imitation théâtrale de remords. Elle n'a rien dit. Elle les a laissés se battre à sa place, comme toujours. Puis ma mère a prononcé la phrase qui a rompu la dernière obligation familiale qui me restait. Il faut tout un village pour élever un enfant. Émilie. Océane a besoin de ton soutien, pas de ton jugement. Elle est fragile en ce moment. Tu as toujours été la plus forte. Tu dois trouver en ton cœur de leur pardonner. Pardonner. Ils voulaient que je pardonne. Que je reste là à regarder mon mari et ma sœur construire une vie sur les ruines de la mienne, que je les soutienne, que je sois la personne raisonnable. J'ai regardé les quatre, une petite unité complice et satisfaite de trahison, et j'ai senti la dernière étincelle de chaleur en moi s'éteindre, remplacée par quelque chose de froid, de dur et de déterminé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement retourné, posé la boîte en carton vide sur le porche, et je suis parti. Je ne suis pas parti de cette maison. Je suis parti de la personne que j'étais, la gentille Émilie, responsable et indulgente. Elle était morte et enterrée. Et se tenant sur sa tombe, une femme avec une revanche à prendre. Les semaines suivantes furent un tourbillon de recherche d'un nouvel appartement dans le Marais, de consultations avec un avocat spécialisé en divorce, et d'essais pour démêler ma vie de la sienne. L'humiliation publique fut rapide et brutale. Julien et Océane, libérés du prétexte du secret, se sont réfugiés dans leur narration. Ils ont posté des photos d'échographie avec des légendes débordantes de bénédictions inattendues et de découvertes du véritable amour quand on s'y attend le moins. Ils ont même posté une photo d'eux ensemble avec la main d'Océane sur son ventre, légendée, parfois, le véritable amour doit enfreindre les règles pour trouver son chemin. Les commentaires étaient un mélange répugnant de félicitations et de pitié pour moi. Des amis communs que j'avais depuis des années ont soit choisi un camp, le leur, soit ont simplement disparu dans un silence gênant. Je me sentais comme un fantôme hantant les bords de ma propre vie. J'étais à mon point le plus bas, assise sur le sol de mon appartement stérile et temporaire sur la rue de Rivoli, entouré de cartons que je n'avais pas l'énergie de déballer, quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je m'appelle Nathan. Je suis, ou j'étais, le partenaire commercial de Julien. Nous devons parler. Je pense avoir quelque chose que vous aimeriez voir. Ma première réaction fut de bloquer le numéro. Je ne voulais rien avoir à faire avec Julien, son entreprise, sa vie, mais la curiosité, une curiosité froide et vive, a pris le dessus. Qu'est-ce que son partenaire pourrait bien vouloir de moi? Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain dans un petit café anonyme à mi-chemin entre mon nouvel appartement et son bureau. Nathan était dans la quarantaine, avec des yeux fatigués qui avaient vu trop de choses, mais une mâchoire ferme et déterminée. Il ressemblait à un homme qui avait traversé une guerre. Il n'a pas perdu de temps avec les bavardages. Il est allé droit au but. Julien n'est pas juste un tricheur, Émilie, a-t-il dit, sa voix basse et intense. C'est un voleur et un menteur. Il a raconté une histoire qui était effroyablement familière. Pendant la dernière année, Julien avait systématiquement vidé l'entreprise. Il falsifiait les comptes, créait de fausses factures et gonflait les rapports de dépenses pour financer sa vie secrète avec Océane. Dîner chic, escapade du week-end à Deauville, cadeaux coûteux, tout payé avec l'argent de l'entreprise. Mon argent, l'argent de Nathan. Mais c'était pire que ça. Julien prévoyait d'écarter complètement Nathan. Il avait utilisé un appel de capitaux récent, convainquant Nathan et d'autres investisseurs de mettre plus d'argent, seulement pour utiliser cet afflux afin de diluer les actions de Nathan dans l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble à partir de zéro, organisant ainsi efficacement une prise de contrôle hostile de l'intérieur. Julien avait parfaitement chronométré cela, laissant à Nathan une misère de son investissement initial.
La nouvelle de mon divorce fut la dernière pièce du puzzle pour lui. Il a réalisé que Julien essayait de faire le ménage, de se débarrasser de tout ce qu'il avait lésé en même temps. Il nous a trahis tous les deux, a dit Nathan, la mâchoire serrée par la colère. Il a utilisé son soutien pour construire l'entreprise, et il a utilisé ma confiance pour la voler à l'aveugle. Il ne m'a pas simplement tendu une simple clé USB. C'était plus sophistiqué, plus accablant. Il a fait glisser un morceau de papier sur la table. Dessus, un long mot de passe crypté. Cela vous donnera une fenêtre d'accès de 24 heures au serveur back-end non scrupuleux de l'entreprise. Il a expliqué les vrais bilans, pas les faux qu'il montre aux investisseurs. Les emails internes qu'il pense avoir supprimés. Les vrais journaux de transactions des virements. C'est tout là-dedans. Ce sont des données brutes, Émilie. Un chaos désordonné, mais j'ai le sentiment que vous saurez quoi en faire. Il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu un but commun. Je suis un homme de chiffres, mais je ne suis pas un combattant. J'ai besoin d'un artiste pour transformer ce chaos en arme. Cette nuit-là, le sommeil fut un luxe oublié. Je me suis assise devant mon ordinateur portable, la lueur de l'écran étant la seule lumière dans mon appartement sombre. J'ai tapé le long mot de passe compliqué. Un monde de chiffres, de feuilles de calcul et de répertoires de fichiers a inondé ma vision. C'était un labyrinthe, comme Nathan l'avait dit. Mais j'étais une professionnelle de la finance. Les labyrinthes comme celui-ci étaient ma spécialité. J'ai travaillé toute la nuit, alimenté par du café noir et une fureur froide et montante. J'ai tout vu. Le transfert vers la bijouterie Cartier la veille de mon anniversaire. J'avais reçu une carte. J'ai vu les réservations d'hôtels pour des voyages d'affaires dans des villes où nous n'avions aucun client. J'ai vu les factures gonflées de sociétés écrans qu'il avait créées. Et j'ai vu le flux constant et méthodique d'argent transféré vers un compte privé sous un nom que je ne reconnaissais pas. Les dates des transferts correspondaient parfaitement au calendrier de sa liaison. Mon chagrin, cette douleur sourde et lourde dans ma poitrine, a trouvé un nouveau focus. Il s'est aiguisé d'un instrument émoussé de douleur à un faisceau laser de détermination. Il ne s'agissait plus d'un cœur brisé. Il s'agissait de détournement de fonds en col blanc. Il s'agissait d'une fraude commerciale, d'un avenir volé, et d'un bilan qui saignait de l'encre rouge. Et je savais avec une certitude absolue et glaciale, exactement comment liquider le moindre actif. Le plan a commencé à se former dans mon esprit, non pas par rage, mais par une logique froide, dure et magnifique. Il était temps de me mettre au travail. La première étape fut de me reconstruire. Pas pour son bénéfice, pas pour la vengeance, mais pour la guerre. J'ai commencé par le physique. Je me suis inscrite dans une salle de sport l'Orange Bleu et j'y étais tous les matins à 5 heures. La brûlure dans mes muscles ne visait pas à être belle dans une nouvelle robe. Il s'agissait de me sentir assez forte pour porter le poids de ce que j'étais sur le point de faire. Chaque répétition, chaque kilomètre sur le tapis roulant était moi me forgeant en quelqu'un d'incassable. Je suis allé dans un salon haut de gamme chez Franck Provost et j'ai fait couper mes longs cheveux que Julien avait toujours dit aimer. Je les ai donnés à Solidaire. J'ai acheté une nouvelle garde-robe. Blazers ajustés, pantalons sur mesure, chemisier en soie. Ce n'était pas une métamorphose. C'était une armure. L'étape suivante la plus cruciale fut professionnelle. Mon ancienne entreprise était respectable, mais j'avais besoin d'une plateforme plus grande, d'un canon plus gros. J'avais besoin d'être à l'intérieur d'une forteresse. Je me suis souvenu de Monsieur Sterling, le légendaire PDG de Sterling Capital, la plus grande et la plus agressive société d'investissement de la ville. C'était un requin. Je l'avais rencontré une fois il y a des années lors d'une conférence financière où j'avais interpellé l'un de ses panélistes lors d'une session de questions-réponses. Il avait semblé impressionné par mon audace. J'ai fouillé dans mes anciens dossiers et j'ai trouvé sa carte de visite. Je n'ai pas juste envoyé un CV. J'ai demandé un rendez-vous de 15 minutes. Je suis entré dans son bureau intimidant au dernier étage avec une proposition d'une page et une colonne vertébrale d'acier. La proposition n'avait pas de nom, juste des colonnes de chiffres. À gauche, les états financiers publics officiels de l'entreprise de Julien. À droite, les vrais chiffres que j'avais assemblés à partir des données du serveur, montrant une entreprise qui saignait de l'argent, surendettée, et au bord de l'insolvabilité. Je l'ai fait glisser sur son vaste bureau en acajou. Cette entreprise, ai-je dit, ma voix d'une étude si rigoureuse, est un château de cartes tenu par des mensonges. Leurs créanciers s'inquiètent et leurs principaux investisseurs sont aveugles.
Je sais exactement quelle carte tirer pour tout faire tomber. Et quand cela arrivera, Sterling Capital pourra acquérir ses actifs pour une bouchée de pain. Il a étudié le papier, puis m'a regardé, ses yeux perçants et évaluants. C'est personnel pour vous. Le personnel est désordonné. Je ne fais pas de désordre. J'ai soutenu son regard sans ciller. Le personnel est motivé, ai-je répondu. Le désordre, c'est le bilan de mon ex-mari. Je fais du propre. Un lent sourire calculé s'est étalé sur son visage. Il m'a embauché le lendemain. La promotion et le salaire qu'ils m'ont offert étaient stupéfiants, mais ce n'était pas l'argent. C'étaient les ressources. Il m'a donné un titre, vice-présidente des fusions et acquisitions, une équipe d'analystes, et sa bénédiction implicite pour chasser. Le plan était une campagne de 1000 coupures, exécutée avec une précision chirurgicale. Avec la connaissance interne de Nathan sur la culture de l'entreprise et l'immense pouvoir de mon entreprise, nous avons commencé un assaut silencieux et systématique. Je savais quels investisseurs étaient les plus réfractaires au risque, quels fournisseurs opéraient avec les marges les plus serrées, quels clients étaient les plus sensibles à la réputation. J'ai utilisé des canaux parallèles et des fuites de données anonymes pour diffuser des informations triées sur le volet. Une analyse préoccupante de flux de trésorerie ici et un ratio d'endettement sur capitaux propres inquiétant là. Un par un, comme des dominos en ligne, ils ont commencé à s'inquiéter. Un fournisseur majeur, Fourniture Dupont, a resserré ses conditions de crédit. Un investisseur clé, Capital Risque France, a annoncé qu'il retirait son prochain cycle de financement pour réévaluer. C'était une mort par 1000 coupures de papier. Mais même avec un plan aussi solide que le fer, il y avait des nuits où le poids de tout cela semblait écrasant. Il y a eu un soir où je travaillais tard. Mon équipe était partie et je regardais une feuille de calcul remplie des noms des employés de Julien. Des gens avec des familles, avec des prêts hypothécaires. Des gens qui perdraient leur emploi à cause de ce que je faisais. Une vague de doute m'a submergé. J'ai trouvé une vieille photo de Julien et moi sur mon téléphone d'il y a des années lors d'une vacance en Bretagne. Nous avions l'air si heureux, si inconscients. La glace autour de mon cœur menaçait de fondre, et le chagrin m'a frappé comme un tsunami. Est-ce que ça en vaut la peine, ai-je pensé, peut-être que je devrais juste laisser tomber, partir avec mon nouveau travail et ma nouvelle vie. Dans un moment de faiblesse, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Nathan. Ma voix était tremblante. Je ne sais pas si je peux faire ça. Il y a de vraies personnes qui vont être blessées. Il y eut une pause à l'autre bout. Puis il a dit, sa voix ferme mais gentille. Ils sont déjà blessés, Émilie. Ils te mentent depuis des années. Il a joué avec leur salaire, avec leur avenir pour financer son propre ego. Ce n'est pas toi qui les blesse. C'est toi qui mets fin à la tromperie. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Il a construit sa nouvelle vie sur une base de mensonges. Il est temps de saisir. Ces mots furent le soutien dont j'avais besoin. J'ai pris une profonde inspiration, supprimé la photo de mon téléphone et me suis retourné vers la feuille de calcul. Il avait raison. La fête de la pitié était terminée. Le dernier acte fut programmé pour un mardi matin d'octobre. Julien, dans un effort désespéré, de dernière minute pour sauver son empire en déclin, avait convoqué une assemblée générale extraordinaire d'urgence. Il a dit à ses employés et à ses quelques investisseurs fidèles restants qu'il était sur le point d'annoncer un partenariat stratégique majeur qui sécuriserait l'avenir de l'entreprise. Il pariait en essence tout ce qui lui restait sur un dernier mensonge spectaculaire. Il était un showman jusqu'au bout. Il avait, bien sûr, invité sa famille pour le soutenir. Je savais qu'Océane serait là, assise au premier rang, une madone triomphante et enceinte, prête à regarder son homme arracher la victoire des mâchoires de la défaite. Ses parents seraient là, rayonnant de fierté pour leur fils, le survivant Résili. Il mettait en place la scène parfaite pour sa propre exécution. Je suis entré dans l'auditorium quelques minutes après le début de la réunion. Monsieur Sterling, imposant dans un costume sombre, était à mes côtés. La salle était bondée. L'air était épais d'un mélange d'espoir et d'anxiété. Sur scène, sous un éclairage dur, Julien était au milieu d'un discours erratique et en sueur sur la façon de naviguer les vents contraires et de pivoter vers un avenir plus brillant. Il avait l'air épuisé. Le stress des derniers mois avait creusé de nouvelles rides sur son visage. Il ne nous avait pas vus entrer. Nous étions dans l'ombre, attendant. Il a culminé dans son grand final, sa voix s'élevant avec une fausse bravoure. Et maintenant, a-t-il annoncé,
un sourire désespéré et éclatant plaqué sur son visage, je veux faire monter sur scène l'homme qui représente cet avenir plus brillant. Notre nouveau partenaire stratégique, un homme dont l'investissement nous propulsera dans une nouvelle ère. Accueillez Monsieur Sterling, le PDG de Sterling Capital. Une bordée d'applaudissements polis et pleins d'espoir a parcouru la foule nerveuse alors que Monsieur Sterling descendait calmement l'allée et montait sur scène. Je suis resté là où j'étais, une observatrice silencieuse. Monsieur Sterling a serré la main tendue de Julien, un geste aussi froid et bref qu'une morsure de serpent. Il s'est tourné vers le public et a pris le micro du pied. « Bonjour », a-t-il dit, sa voix puissante résonnant dans le système sonore, faisant taire la salle instantanément. Il semble y avoir un léger malentendu. Sterling Capital n'est pas ici pour s'associer à cette entreprise. Un murmure confus et mal à l'aise s'est répandu dans la salle. Le sourire de Julien a vacillé, la confusion voilant ses traits. Il a commencé à dire quelque chose, mais Monsieur Sterling a levé la main, le faisant taire. Il a continué, son ton clinique et brutal. En fait, au cours des dernières semaines, ma société a discrètement acquis une participation majoritaire dans la dette en circulation de cette entreprise. En tant que créancier principal, nous exerçons nos options légales. Avec effet immédiat, cette entreprise est placée sous administration judiciaire. Elle sera restructurée et ses actifs viables seront liquidés pour couvrir ses obligations financières considérables. La salle est tombée dans un silence mort, choqué. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette bon marché de l'entreprise. Les employés se regardaient avec horreur. Julien avait l'air d'avoir été transformé en pierre, son visage pâle et cireux sous les lumières de la scène. Mais Monsieur Sterling n'avait pas fini. Il a fait signe vers le fond de la salle, vers moi. Et le cadre de mon équipe qui a identifié cette opportunité unique et qui supervisera personnellement toute cette transition en tant que nouvelle responsable de notre division des fusions et acquisitions, est Miss Émilie Lambert. Chaque tête dans cette salle s'est tournée pour me regarder alors que je sortais de l'ombre et commençais à marcher lentement dans l'allée centrale. Le son de mes talons claquant sur le sol était le seul son dans tout l'auditorium. C'était une longue marche, et j'en savourais chaque pas. J'ai laissé mes yeux balayer la pièce. J'ai vu les visages stupéfaits des employés de Julien, leur espoir se transformant en peur et en trahison. J'ai regardé mes parents, leur visage masqué par une incrédulité totale et bouche bée. J'ai laissé mon regard s'attarder sur Océane, sa main volant à son ventre, son visage livide avec la soudaine terrible compréhension de ce qui se passait. Et puis finalement, j'ai regardé Julien. Il était toujours figé sur scène, une statue d'un homme brisé. Il m'a regardé et pour la première fois depuis des années, il m'a vraiment vu. Pas sa femme calme et dévouée, pas une carpette sur laquelle il pouvait s'essuyer les pieds. Il a vu l'architecte de sa ruine. Je suis arrivé au premier rang et je me suis arrêté, le regardant. Je lui ai adressé un petit sourire crispé. Échec et mat. L'après-coup fut un pur chaos. Alors que les gens affluaient hors de l'auditorium, une vague de colère, de peur et de confusion les submergeant, Julien se fraya un chemin à travers la foule. Il m'a attrapé par le bras, me coinçant près de la sortie. Sa confiance avait disparu, remplacée par un désespoir brut et pathétique. « Émilie, tu ne peux pas faire ça », a-t-il supplié, sa voix se brisant. « S'il te plaît, pense à tout ce que nous avons eu. Nous pouvons annuler ça. Pense au bébé. Qu'en est-il du règlement de divorce ? Mon héritage est lié à l'entreprise. Mon avocat se battra contre ça. Nous pouvons. » J'ai retiré mon bras de sa prise. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et la glace était de retour dans ma voix, plus froide et plus dure que jamais. « Ton avocat, » ai-je dit, ma voix basse pour qu'il soit le seul à l'entendre, devrait te conseiller sur la faillite du chapitre 11, pas sur un règlement de divorce. Ce n'est pas de la vengeance, Julien. Je me suis penché un peu plus près. Cela s'appelle la responsabilité. Tu aurais dû lire les petits caractères de tes prêts. Je me suis retourné et je suis parti sans un regard en arrière, le laissant là, complètement brisé au milieu des décombres qu'il avait créés. Dehors, l'air d'automne était vif et pur. Nathan m'attendait près d'une Citroën DS noire élégante, le moteur en marche. Il n'a rien dit, il a juste ouvert la porte pour moi. Alors que nous nous éloignions du trottoir, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. J'ai vu mes parents essayer de consoler une Océane hystérique, tandis que Julien se tenait seul sur le trottoir, petit et insignifiant. Je n'ai pas ressenti de vague de triomphe, pas la chaleur ardente de la victoire que j'aurais pu attendre. J'ai juste ressenti le calme.
Le hurlement constant qui résonnait dans ma tête depuis un an s'était enfin arrêté. C'était fini. Dans le calme de la voiture, j'ai regardé Nathan. C'est fait, ai-je dit. Il a donné un lent hochement de tête, ses yeux fixés sur la route devant. Non, a-t-il répondu. Ça ne fait que commencer. Un an passa. La vie continua. La liquidation de l'entreprise de Julien fut compliquée et désordonnée, et l'enquête ultérieure sur sa fraude financière devint une petite anecdote dans la section économique des Échos. J'ai appris par ouï-dire qu'il avait évité la prison mais tout perdu. Sa réputation fut détruite. Océane eut le bébé, une petite fille, et l'élevait seule, luttant pour joindre les deux bouts dans un petit appartement sur la butte Montmartre. Il n'était plus ma préoccupation. J'ai investi toute mon énergie, toute ma concentration dans mon travail chez Sterling Capital. Mon nouveau salaire beaucoup plus élevé était une chose, mais le vrai pouvoir résidait dans ce que je pouvais maintenant en faire. J'avais appris une dure leçon. L'indépendance financière et la liberté. Et je voulais donner cette liberté à d'autres femmes. Avec le soutien enthousiaste de Monsieur Sterling et une part significative de mes propres gains, j'ai créé une fondation. Nous l'avons appelée le Phénix. Sa mission était simple et directe. Fournir un soutien financier et juridique aux femmes dont la carrière avait été compromise par une crise personnelle, qu'il s'agisse d'un divorce compliqué, d'une maladie familiale ou de la trahison financière d'un partenaire. Nous offrions des subventions pour aider aux frais d'avocat, couvrir la garde d'enfants pendant une recherche d'emploi, financer une nouvelle idée d'entreprise, protéger le fonds d'études d'un enfant contre l'utilisation comme pion. Lors de l'événement de lancement de la fondation, une petite affaire élégante au pavillon Le Doyen, je me suis tenu à un pupitre et j'ai raconté une version de mon histoire sans utiliser de nom. Nous sommes ici, ai-je dit, ma voix claire et forte, pour les femmes à qui on a dit que leur crise personnelle était un passif professionnel. Nous sommes ici pour les femmes qui sacrifient leurs propres ambitions pour quelqu'un d'autre seulement pour se retrouver avec rien. Nous sommes ici pour fournir les ressources afin qu'elles puissent non seulement se reconstruire, mais se reconstruire plus fortes selon leurs propres termes. Plus tard cette semaine-là, j'ai eu une conversation avec Nathan. Il m'a demandé si j'avais entendu parler des difficultés d'Océane. Je lui ai dit que oui. Il m'a regardé, une question dans les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire ? L'ancienne Émilie aurait ressenti une pointe de culpabilité ou de devoir familial. Mais je n'étais plus elle. Ce n'est pas pour elle, ai-je dit, ma voix égale. C'est pour la petite fille. Aucun enfant ne devrait payer le prix des erreurs de ses parents. Et franchement, c'est pour moi. Cela prouve que ce que je construis maintenant est plus fort que ce que j'ai détruit. Le lendemain, j'ai donné des instructions à l'administrateur de la fondation pour qu'il fasse quelque chose. Il devait trouver Océane et lui envoyer un paquet de candidatures standards pour une subvention d'urgence pour mères célibataires. Il arriverait sur papier en tête officielle de la fondation Phénix. Mon nom n'y figurerait nulle part. C'était une transaction anonyme et clinique. Ce n'était pas le pardon. C'était la justice rendue impersonnellement, de la même manière qu'une banque envoie une notification de saisie. Ce fut mon dernier geste silencieux, fermant une porte que je n'avais jamais eu l'intention de rouvrir. Ce soir, Nathan et moi sommes dans la maison que nous avons achetée ensemble il y a 6 mois, sur les hauteurs de Meudon. C'est un endroit rempli de lumière et de rire. Des choses que je pensais ne jamais avoir à nouveau. Nous étions en train de vider les dernières boîtes dans le grenier quand il l'a trouvée. Une petite boîte en carton poussiéreuse étiquetée souvenir. C'était la dernière boîte de ma vieille vie. Il me l'a tendue, son expression douce et interrogative. Je l'ai prise de lui. À l'intérieur, il y avait la photo de mariage encadrée, quelques vieilles lettres, des reliques d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Pendant une seconde fugace, j'ai pensé à la sortir et à la mettre dans la cheminée pour la regarder se transformer en cendre. Mais je ne l'ai pas fait. La seule chose que nous devrions garder du passé, et je dis plus à moi-même qu'à lui, ce sont les leçons. Je suis allé dans un coin du grenier propre et bien éclairé et j'ai placé la boîte sur une étagère haute. Je ne détruisais pas le passé ni ne l'enterrais. Je le mettais juste de côté, reconnaissant qu'il faisait partie du fondement, aussi fissuré et brisé soit-il, sur lequel j'avais construit ma nouvelle vie. Il avait sa place. J'ai fermé la porte du grenier, laissant la poussière et les ombres à l'intérieur. Nathan m'attendait en bas des escaliers. Il m'a pris la main, sa prise chaude et ferme. Nous sommes descendus ensemble dans la vive lumière de notre salon où notre avenir nous attendait, et j'ai ressenti pour la première fois depuis très, très longtemps une liberté complète et totale.
Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais j'ai senti que c'était important. Ma question pour vous est la suivante. Avez-vous jamais dû reconstruire complètement votre vie après une trahison profonde? Et quelle a été la première étape que vous avez franchie pour retrouver votre pouvoir? Veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je promets de lire chacun d'entre eux. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires vraies. Cela aide vraiment la chaîne. Merci.